Donc ces hormones, elles vont agir notamment, pas partout, mais notamment dans l'utérus, puisque le but c'est de préparer à la grossesse. En fait, le but de la vie de l'espèce, c'est quand même la reproduction, enfin, du système hypothalamo-hypophyso-gonadique, c'est la reproduction, et donc ça va aller agir sur l'utérus. Alors, diapo suivante. Voilà, alors ça c'est un schéma un peu plus grand de l'utérus. Vous voyez que la cavité utérine, c'est là où va se nider l'œuf, donc est recouvert d'une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Et cet endomètre, il est dépendant des hormones. Donc c'est la diapo droite. Au fur et à mesure que l'œstradiol est sécrété pendant la première phase du cycle, cet endomètre il va s'épaissir, proliférer. Et vous voyez qu'il y a plusieurs composants dans cet endomètre. Ce qui est rouge, c'est les glandes. Autour, c'est justement le tissu conjonctif qu'on appelle le stroma ou le chorion cytogène pour l'endomètre. C'est un terme un peu barbare, mais c'est un terme propre à l'endomètre. Et puis les systèmes vasculaires qui vont se développer aussi pendant la première phase du cycle. Puis la deuxième phase du cycle, la progestérone arrive et tout ça va se différencier pour permettre à cette muqueuse d'accueillir éventuellement l'œuf fécondé, l'ovocyte fécondé, pour le nider. Donc cet endomètre, s'il n'y a pas de grossesse, si à la fin du cycle, il n'y a pas eu de grossesse, le follicule qui a ovulé et qui est devenu ce qu'on appelle un corps jaune, pourquoi? Parce qu'il est gorgé de stéroïdes, d'hormones, et quand on regarde à la coupe, c'est jaune, parce que ça vient du cholestérol, donc c'est des lipides. Donc ce corps jaune va évoluer s'il n'y a pas eu de grossesse, c'est-à-dire que vous savez que les cycles menstruels, idéalement, c'est 28 jours, donc on ovule au 14e jour, la première phase, c'est phase nucléaire, la deuxième phase, c'est phase lutéale. Et s'il n'y a pas de grossesse, eh bien les règles surviennent parce que ce corps jaune involue, les hormones ne sont plus synthétisées, ne sont plus sécrétées, et cette muqueuse va se détruire, les artères vont se contracter et desquamer. Alors chez vous, chez les femmes qui ont un syndrome des vers dans l'os, effectivement, les règles, donc qui sont liées à la desquamation de cette muqueuse, au fait que cette muqueuse est éliminée, vous voyez que c'est plein de vaisseaux, et donc il y a du sang, forcément, quand ça desquame, quand elle se nécrose. Eh bien, parce qu'il y a des anomalies vasculaires, parce qu'il y a des anomalies capillaires. En fait, il y a des artérioles et des capillaires, c'est bourré de capillaires, l'endomètre. Et donc, ces capillaires, donc, qui sont probablement impliqués dans ces problèmes hémorragiques, sont peut-être encore un peu plus fragiles que chez quelqu'un d'autre, et donc vont saigner un peu plus. Alors, nous, on a des médicaments qui s'appellent les progestatifs, qui sont dérivés de la progestérone, mais c'est des produits de synthèse dont la durée de vie est supérieure à la progestérone, qui sont utilisés en contraception, et qui ont comme propriété justement d'aller agir sur le système vasculaire et éventuellement d'atrophier ces artérioles spiralées et ce système vasculaire. Alors ça peut agir là-dessus et je pense que c'est comme ça qu'on peut éventuellement vous aider. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre ces schémas pour que vous compreniez ce qu'on fait en vous prescrivant ce type de contraception. Donc diapo suivante. Alors, tout au long de la vie, donc pendant la vie intra-utérine, il y a une synthèse et une production au niveau des ovaires de ces follicules qui vont éventuellement aboutir à l'ovulation. En fait, il y a idéalement une ovulation par mois. Si vous comptez que les premières règles, c'est à peu près 13 ans et qu'une femme se ménopause en moyenne à 50 ans, donc ça fait 47 ans, je ne sais jamais, d'ovulation régulière. 47 ans multiplié par 12, je crois qu'on arrive à moins de 500 cycles menstruels dans la vie génitale d'une femme. Et en fait, pendant la vie intra-utérine, on a 6 millions de follicules. Et la plupart de ces follicules vont se détruire progressivement, vont évoluer, et très très peu vont arriver à l'ovulation. C'est en fait assez proche de la spermatogénèse, quand vous pensez que lors d'une éjaculation, vous émettez environ 200 ou 250 millions de spermatozoïdes, il y en a un qui va éventuellement servir. Là, c'est un petit peu moins, mais il y a... Et je pense que c'est la préservation de l'espèce, là. C'est-à-dire que, statistiquement, il y a moins de chances qu'il y ait d'anomalies chromosomiques dans ce truc-là. Donc, en fait, au cours de la vie, on va perdre ces follicules. Vous voyez que déjà, à la naissance, on en a pratiquement plus qu'1 million. Et puis, au moment de la puberté, on en a à peu près 300 000 follicules. Et la ménopause est caractérisée par la disparition de ces follicules complètement. Il n'y en a plus dans les ovaires. Diapo suivant. Alors, la contraception. Donc, la contraception, c'est un progrès fantastique de liberté des femmes et de leur vie sexuelle. Ça a été un acquis fondamental. Moi, j'ai connu l'avènement de la contraception parce que je suis née en 52, les premières pilules, c'est 66. Donc, ça a été un progrès fantastique parce que vous savez bien que jusque-là, c'était les moyens du bord, il y avait des diaphragmes, etc. Et la première pilule, c'est dans les années 60. Alors, comment ça joue la contraception? Ça va empêcher cette ovulation. Ça bloque FSH-LH, ces hormones
hypophysaires qui vont aller commander la croissance folliculaire, donc il n'y a plus d'ovulation. Ça, c'est la contraception hormonale. Donc vous connaissez les pilules. Plus récemment, donc, il y a les patchs et les anneaux. Tous ces produits-là, c'est des œstrogènes de synthèse et des progestatifs de synthèse. Donc c'est œstrogénique et progestatif. Alors, je ne suis pas sûre que dans le syndrome de Ehlers-Danlos, ce soit contre-indiqué. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée pour penser que c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué dans d'autres maladies. Mais peut-être que pour justement diminuer l'abondance des règles, chez certaines femmes, ça peut suffire parce que les oestrogènes sont moins abondants qu'en physiologie. Enfin, au cours des cycles menstruels et des progestatifs, il y en a un petit peu plus. Mais si on veut être plus efficace sur l'abondance des règles et peut-être les douleurs, ça c'est quelque chose qu'il faudra étudier, je n'ai pas la réponse pour l'instant, on peut aussi faire appel à des contraceptions purement progestatives, que je vous disais tout à l'heure, et ça nous on connaît très bien parce que ça fait très longtemps qu'on s'occupe des femmes qui ne peuvent pas prendre de pilule, les femmes qui ont fait des phlébites, les femmes qui ont des lupus, les femmes qui ont eu des accidents vasculaires, etc. Enfin bon, on est vraiment spécialisé dans ce type de contraception. Et en France, on a pas mal de molécules de progestatives en contraception. Donc soit à faible dose, soit à dose plus élevée, soit sous forme orale, soit sous forme d'implant. Vous voyez ici un implant dans le bras, on peut mettre un implant pour une durée de 3 ans. Donc on a une panoplie de produits qui peuvent éventuellement, qui peuvent s'adapter aux patients en fonction de leur histoire personnelle. Et puis il y a les contraceptions non hormonales, c'est les stérilets. Vous voyez à gauche ici, c'est un stérilet au cuivre. Ça se met en place pour 5 ans. Ce n'est pas contre-indiqué dans le syndrome de Ehlers-Danlos, à ma connaissance. Et puis il y a un stérilet plus récent qui est apparu avec un progestatif dedans. Vous voyez que le corps est un petit peu plus gros, le corps du stérilet. Donc le stérilet, ça se pose dans l'utérus. Ça crée une barrière mécanique, une réaction inflammatoire, ça empêche l'anidation. Et puis il y a Mirena qui contient des hormones en plus, donc qui renforce l'efficacité du stérilet au cuivre. Et puis, bien sûr, il y a des contraceptions non hormonales, des petits préservatifs ou diaphragme, mais c'est très peu, le diaphragme est très peu utilisé en France.